discutant avec les collègues, j'ai senti la volonté de l'équipe de travailler sur un projet collectif, un projet pluridisciplinaire. Et donc, j'ai eu l'idée finalement de travailler sur l'étude de cas la luzerne en Val-de-Saône et en Dombes humides comme support pédagogique. On nous a proposé de travailler sur le projet luzerne. Donc, on nous a présenté un projet de collaboration entre agriculteurs et on nous a dit ce projet il a échoué, c'est à vous d'analyser pourquoi. Et essayer de proposer d'autres alternatives si dans les années à venir ils voudraient le relancer. On les emmène, on part de leur niveau et on les emmène progressivement à travers des interviews, des réflexions, des apports, etc. On les amène progressivement à problématiser, à prendre effectivement conscience des jeux d'acteurs, etc., etc. On devrait initier les personnes et les diriger, je dirais, vers une formation, je dirais, qui permettrait d'échanger, de travailler, d'apprendre à communiquer avec les autres. Les acteurs du territoire étaient contents et nous l'ont fait savoir que la question de cet échec de l'association qui les avait beaucoup mobilisés, finalement soit étudiée. Les 2 premiers jours, c'était surtout de l'appréhension du projet, surtout de la compréhension de l'idée. Je pense qu'on n'était pas tous calés sur le sujet luzerne, qu'on n'avait pas tous les éléments pour former notre idée, notre point de vue. On a d'abord écouté pas mal d'intervenants pour essayer de bien comprendre le sujet. Et ensuite, on a, avec nos professeurs et des intervenants extérieurs, on a mis en place un guide d'entretien pour aller interviewer nous-mêmes les acteurs du projet, donc que ce soit des élus, des agriculteurs ou des techniciens, pour essayer de vraiment bien comprendre là où étaient les problèmes. En 2012, on a travaillé sur le projet d'exploitation. Et l'idée, notamment dans les éléments qui étaient ressortis, c'était de produire peut-être plus d'herbes, plus de luzerne, et essayer d'être moins dépendant et du maïs et aussi des tourteaux. Cette réflexion que l'on a menée localement, il se trouve qu'elle était aussi partagée au niveau territorial par d'autres éleveurs laitiers qui se posaient exactement les mêmes questions en matière d'autonomie protéique. Le projet a démarré initialement sur la région de la Dombe avec l'idée de produire de la luzerne en Dombe, une protéine qui était très demandée par les producteurs laitiers dans le cadre de l'alimentation des vaches laitières. Très vite, on s'est rendu compte qu'agronomiquement, il allait être très difficile de trouver le potentiel dans nos terres pour produire de la luzerne sur cette zone agricole. Et donc, au fil des discussions, l'idée est venue de peut-être implanter ou de travailler conjointement avec des agriculteurs plutôt à vocation production céréalière et éventuellement de luzerne sur la région côtière. Donc, il y a eu des échanges pendant quelques temps, pour pas dire pendant plus d'une année, voire 2 années, pour échanger sur l'éventualité de la mise en place d'un projet en commun où moi, je représentais un collège de producteurs qui seraient des clients potentiels d'une entreprise productrice de luzerne et de l'autre côté, des producteurs adhérents dans un groupe qui fourniraient le dit produit. Mais pour ça, il fallait que le prix proposé pour la luzerne soit attractif pour les céréaliers. Et donc, il y a eu un calibrage d'un projet qui permettait effectivement d'avoir un prix, semblait-il à certains, attractif pour attirer les céréaliers dans ce projet. Si on peut allonger la rotation en introduisant de la luzerne, qui est un bon précédent à beaucoup de cultures, c'est un plus pour tout le monde. Mais il faut aussi qu'il y ait une entente entre les 2 groupes et que chacun trouve son compte à ce projet. Il y avait aussi un aspect environnemental, étant donné qu'il y a eu des problèmes de coulée de boue qui ont fait des morts en 93, ils ont fait 3 morts. Donc ils avaient ce projet d'implanter de la luzerne dans les parcelles érosives pour arriver à maintenir le sol en cas de pluie.
L'eau, vous pouvez mettre de la luzerne, ce que vous voulez, l'eau, vous ne l'arrêterez pas. C'est surtout essayer de limiter l'érosion. Le limon, ces coulées de boue qui rentrent dans les maisons, qui sont dévastatrices pour les maisons, c'est surtout là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour éviter une prochaine catastrophe dans ces maisons-là. L'enherbement de certaines zones est primordial pour éviter les désordres liés à l'urbanisation et à l'arrachage des haies. Et puis, la deuxième semaine, ça a constitué surtout de l'analyse, de la synthèse et de la formulation des idées pour pouvoir constituer notre institution. C'était compliqué puisque l'approche au départ dans le groupe était une approche plutôt communauté de communes, grosse participation des communes dans le projet, par du capital social et par un problématique érosion. Et moi, j'abordais plutôt le projet du côté économique, purement économique et technique. Nous, on était très intéressés par ce projet pour l'aspect agronomique. Donc la luzerne étant une tête de rotation très intéressante pour la culture en bio. Tête de rotation en bio, apport d'azote. Et puis nettoyage des parcelles. La première étude de faisabilité, on l'a faite en 2012. On l'a faite en 2012, c'est une année où on a vendu du maïs à 200 € la tonne. Et ça a été, je pense, malheureusement, un signe assez négatif parce qu'effectivement, pour les céréaliers, il y avait toujours un peu cet espoir de penser que les cours du maïs remontant, finalement, le maïs allait redevenir beaucoup plus intéressant que la luzerne. C'est que de la luzerne à 230 €, c'était pas jouable. 200, c'était très limite. Il fallait la descendre à 170, 180 €. Et en conséquence, il fallait monter le niveau de la quantité de terre disponible pour ce projet-là, qui était relativement plus important, puisqu'il fallait, à mon avis, monter aux environs de 250 hectares. Et au départ, on n'était qu'à entre 100 et 130 hectares. Donc il y avait vraiment un pas énorme à franchir. Pour moi, le principal point, ça a été le manque de motivation des agriculteurs dans la région. Et donc, économiquement, il se trouve que on n'avait pas suffisamment de surface pour que le projet soit rentable. Il y avait déjà les visions opposées de plusieurs parties qui étaient la vision subvention et puis plus côté portage du projet par les communautés de communes plutôt que par un groupe d'agriculteurs au niveau économique. Et après, la différence de mentalité entre des éleveurs et des céréaliers qui n'avaient pas le même intérêt. Et au niveau céréalier, c'était plus des visions individualistes et puis des gens qui étaient dans le bio, pas dans le bio, dans le conventionnel. Vous aviez des gens qui étaient également qui faisaient partie de la FNSEA ou de la FDSEA en tout cas locale, et d'autres qui étaient plutôt confédération paysanne, etc. Bon, on avait une population un peu hétérogène, et il n'y avait pas de leader, ou il y avait des leaders qui ont voulu trop prendre la main aussi quelquefois et qui ne faisaient pas l'unanimité. Alors l'idée du collectif n'a pas marché par le biais que les gens que nous avions réunis et que nous avons tenté de réunir n'avaient déjà, premièrement, pas l'expérience du travail en commun, et deuxièmement, avaient peut-être une idéologie un peu différente les uns des autres et qui n'était pas forcément une idéologie politique et peut-être agronomique, mais qui avait du mal à être économique. C'est vrai que le projet aussi a échoué aussi parce qu'il a traîné trop en longueur. Un projet, ça se construit, même si aujourd'hui, il faut quand même que les projets, il faut au moins minimum 5 ans pour qu'ils aboutissent, parce que avec les autorisations, tout ça. Mais là, il a démarré il y a peut-être plus de 10 ans. Et en fait, de VGT, les gens se sont pas mal épuisés. Puis moi, en premier, je me suis épuisé. Notamment au niveau des céréaliers, il y avait la volonté trop forte, j'ai envie de dire, que la collectivité territoriale s'investisse. Donc, il y avait une volonté de la collectivité territoriale de s'investir.
mais peut-être pas à des montants aussi importants que pouvaient l'attendre éventuellement les agriculteurs. Un problème de leadership qui n'avait pas été abordé réellement, de la méthodologie qui n'était pas du tout là non plus, une connaissance en agronomie de la luzerne qui était un peu oubliée, même si localement on avait eu l'occasion de travailler la luzerne, c'était un peu oublié. On a des terrains qui peuvent sortir 130, 140 quintaux de maïs, et du coup ça n'incite pas au changement. Et je pense, oui, voilà, que les gens sont un petit peu conservateurs et voilà, ils ont du mal à changer de système de culture et partir dans des projets un peu innovants, c'est un peu compliqué. Les conditions pour moi de tout projet, c'est qu'il faut un leader, donc quelqu'un qui ait la volonté de s'engager très fortement au niveau de son temps, personnellement, sur ce type de projet, qui y croit. Et puis ce qu'il a manqué, c'est de partager les objectifs de ce projet et les moyens. On avait des divergences entre certains céréaliers et puis un manque de volonté aussi collective de travailler ensemble. Je pense que ça, si on est trop individualiste entre nous, ça ne peut pas marcher. Un tel projet ne peut pas marcher. Si les gens ne gagnent plus leur vie avec du maïs, peut-être qu'ils trouveront d'autres... ils chercheront d'autres sources de revenus. Certes, il devra y avoir des hommes, des agriculteurs autour de ce projet, mais il devra y avoir un personnel administratif capable de mener ce projet économiquement et notamment dans les démarches administratives et le suivi du projet. Fin des 10 jours, une restitution collective, officielle, où ont été invités tous les partenaires du projet. Quasiment tous seront là, puisque les conclusions des étudiants les intéressent. On a émis plusieurs hypothèses, donc il y avait des hypothèses sur le fait que le projet redémarre. Certaines parlent de l'abandon du projet. D'autres hypothèses sont sur des choses totalement opposées à la luzerne, donc sur l'érosion, le phénomène de l'érosion. Et une autre hypothèse parle de produire de la luzerne, mais hors projet. Rien à voir avec le projet jusqu'au bout. Moi, je suis persuadé que ça va redémarrer, mais il faut pas qu'on parte dans tous les sens comme on est parti. C'est-à-dire qu'il faut rapidement monter une structure juridique de type associatif pour que ça coûte le moins cher possible. Il faut aller, sans forcément en parler trop à tout le monde, mais dans un petit cercle de noyaux proches, arriver à monter le dossier d'un point de vue financement correct et voilà, et avec trois hypothèses d'investissement en fonction du nombre d'hectares qu'on a en face. À mon sens, la luzerne dans la rotation, à un moment donné, on retourne à un système de culture après 3 ou 4 ans de luzerne. Et là, pour les gens qui font du labour, on retombe dans la problématique reste la même. C'est-à-dire que sur les 5 ou 6 ans où la parcelle va être labourée, le problème érosion reste entier. Donc ça apporte une solution pour peut-être un tiers du temps, quoi. Voilà. Donc, à mon avis, c'est pas la meilleure façon de lutter contre l'érosion des sols. Le non-labour serait plus approprié, à mon sens. On a aujourd'hui un collectif qui s'est constitué dans le secteur autour des TCS et autour du sans-labour. Bon, c'est peut-être ce collectif-là qui, peut-être un jour, portera ce projet-là. C'est d'autant plus intéressant que la luzerne n'est pas forcément la meilleure solution dans les zones érosives, qui sont souvent des tout petits parcellaires, où les engins pour faucher la luzerne en dévers, etc., sont plus compliqués qu'en plaine plate, quoi. Oui, il y aura des bénéfices. Le bénéfice, c'est d'abord la fierté du travail accompli. Il y aura aussi les bases d'un travail collectif, puisque les jeunes auront travaillé essentiellement en groupe. Il y aura le bénéfice du savoir mutualisé, voilà, qui enrichit, c'est-à-dire que dans le groupe classe, chaque
étudiants eh bien, avaient des savoirs complémentaires aux autres, avaient une façon de travailler différente, complémentaire aux autres. Certains avaient des aptitudes naturelles à la prise de parole et pas d'autres. Certains à la schématisation, à la synthétisation. Et on sent très nettement que le groupe classe s'est fédéré autour de l'USCO. Sur ces 2 semaines, même si ça nous a pris des cours, on a quand même trouvé de l'inspiration. Enfin, pour les cours, tous les jours, on avait par exemple dans le projet, on faisait comme un peu d'économie. Bon, même si on n'avait pas beaucoup de chiffres, mais on faisait aussi donc essayer de comprendre de l'analyse. Donc en fait, c'est vraiment dans l'optique de ce BTS, on va dire. Vraiment toute la partie analyse de ce projet. Donc moi, je pense qu'il faudra recommencer. On vit une émulation de l'équipe des formateurs. On vit une émulation au savoir aussi des jeunes. J'ai des collègues qui sont venus me réclamer un projet de ce type-là tous les ans. Voilà. En réalité, on s'aperçoit qu'avec l'USCO, finalement, la question qui a fait débat au départ peut changer. C'est la méthode, en réalité, qui a plu et c'est la méthode qui fonctionne. On peut mettre n'importe quel sujet derrière cette étude de cas-là. C'est la méthode qui est à reprendre. Voilà. Les étudiants vont avoir du mal à revenir sur des cours académiques, sur des cours magistraux. Ils s'épanouissent, ils se sont épanouis pendant ces 10 jours. Je pense que on pourrait presque... je parlais la dernière fois avec une amie qui était en BTS logistique et ils basent carrément leur BTS là-dessus, en fait. Et je trouve que c'est... Même dans un CV, en fait, je trouve que au niveau de l'expérience, c'est vraiment dense, c'est vraiment riche, quoi. Et en 15 jours, je pense ça nous a plus apporté que peut-être en 1 an de cours magistraux. Le travail qui a été réalisé par les étudiants, eh bien, va être collecté dans le CASDAR. Et finalement, c'est tout à la fois les conclusions techniques auxquelles les jeunes vont arriver qui intéressent l'USCO, mais c'est essentiellement finalement toute la construction pédagogique qui compte dans le cadre de ce CASDAR. Et il faudra effectivement communiquer sur la façon dont on a travaillé, parce que, à mon sens, la valeur du travail qui était réalisé, eh bien, c'est le travail de construction pédagogique. On est dans la logique de l'enseigner autrement, à produire autrement.